Nous sommes à Bruxelles, la capitale de la Belgique et également capitale de l'Union européenne. C'est l'épicentre de toute la politique européenne. Ici, nous nous retrouvons à mission sur invitation de Grade Assur, groupe Nord-Sud, une ONG de droit belge qui a bien voulu que nous prenions part à la foire internationale des entrepreneurs qui est organisée ici à Bruxelles après la rencontre de Lubumbashi, Goma et Kinshasa. Quelques entrepreneurs congolais sont sur place. C'est dans le cadre justement d'une passerelle entre le monde des affaires en RDC et celui ici en Belgique. Alors, oui, l'actualité au pays de Lumumba, c'est aussi ce qui se passe en ce moment, l'élection ou la désignation d'un juge à la Cour constitutionnelle. Notre invité est de passage aussi à Bruxelles. Il est avocat au barreau de Lille, en France, mais il garde son pied à Kinshasa parce que moi, Namboka, Oscar Moubiayi, bienvenue. Merci. Sur ce plateau circonstanciel. Merci, merci, cher Fabien. Heureux de vous rencontrer ici. Merci beaucoup. Vous n'avez pas votre langue dans la poche lorsqu'il faut aborder certains sujets avec beaucoup d'indépendance. L'actualité à Kinshasa, c'est la désignation d'un juge donc à la Cour constitutionnelle. Ça fait couler beaucoup d'encre et de salive. On commence par la première démarche, désignation des juges. Il y a 3 fronts. On peut dire il y a 3 maternités. La première, c'est donc la présidence, le Conseil supérieur de la magistrature et enfin le Parlement. Alors, on commence par la première maternité. Comment ça se fait? Merci beaucoup, M. Fabien, pour la question. Alors, on doit s'appuyer sur les textes essentiellement. C'est l'article 158 de la Constitution congolaise qui précise ceci, que la Cour constitutionnelle est composée de 9 membres, dont 3 qui proviennent de la première maternité, s'il faut vous emprunter l'expression. Oui. C'est la présidence de la République, donc le président, 3 du Conseil supérieur de la magistrature et 3 du Parlement. Ce qui fait 9. La question semble beaucoup plus se poser sur, à mon avis, 2 terrains. Le premier, c'est par rapport à l'interprétation que l'on peut faire de tirage au sort. Oui. C'est ce qui a soulevé beaucoup de polémiques par rapport à la chute de l'ex-président de la Cour constitutionnelle, M. Kalouba. Certains ont considéré que c'était anticonstitutionnel et d'autres ont estimé que c'était constitutionnel. Et comme si ça ne suffisait pas, deuxième vague de polémique, c'est maintenant quant à la désignation par le Parlement pour le remplacement du juge décédé. Voilà un peu les 2 terrains sur lesquels les questions se soulèvent, alors que les textes sont clairs. Mais comme nous sommes habitués à un pays où à chaque fois qu'il faut appliquer les textes, ça entraîne des difficultés. Je suis prêt à vous répondre là-dessus. Justement, Oscar Moubiayi, je voudrais que, de manière ensemblière, vous puissiez ramasser ces prolégomènes pour les non-initiés dans votre domaine. Et nous également, on ne peut pas raconter des incohérences. Il faut qu'on accorde la parole aux personnes compétentes pour le faire. Nous partons justement de ce que vous avez appelé tirage au sort, qui a entraîné la déchéance de M. Kalouba. Certains l'appellent professeur, maître, que sais-je encore. La Cour constitutionnelle, justement, au centre de plusieurs questionnements à ce monde d'organisation, de fonctionnement. Nous partons de là. Tirage au sort, est-ce que c'est constitutionnel? Le tirage au sort de M. Kalouba
qui a vu sceller son sort est constitutionnel à mon avis. Et quand je dis à mon avis, ça veut dire que je me base sur les textes. En l'espèce, c'est la Constitution congolaise du 18 février 2006 ainsi que la loi organique qui dit la Constitution. La Constitution dit qu'il consacre au fait un principe qu'on appelle trétenaire, ça veut dire chaque 3 ans, le membre de la Cour constitutionnelle doit être renouvelé par mode de tirage au sort. Il se fait que malheureusement, depuis que la Cour constitutionnelle avait été mise en place, de manière effective en 2015 pour faire simple et court, il n'y a jamais eu le tirage au sort puisque le terme de 3 premières années, de 2015 à 2018, au 8 juillet, décède un membre de la Cour constitutionnelle, alors que le tirage au sort était prévu au 9 juillet. Donc à la veille, il décède. Cet état de choses a fait qu'il n'y a pas eu le tirage au sort. Et nous arrivons sur une deuxième période, c'est de 2018 à 2021, où on devrait, en principe, selon la Constitution à son article 158, on devrait procéder au deuxième tirage au sort. Ça n'a pas eu lieu. Vous comprendrez que de 2018, première phase de tirage au sort, M. Tshisekedi n'est pas encore au pouvoir. C'est sous l'ancien régime Kabila, où il y a eu des démissions en cascade. Ça, on pourra peut-être revenir. Donc, on ne peut pas aujourd'hui, comme j'entends les uns les autres le dire, arriver à reprocher à M. Tshisekedi les faits qui se sont produits pendant qu'il n'était pas encore au pouvoir. Donc, nous avons cet élément-là. Enfin, en 2021, l'on continuait dans l'illégalité. C'est alors que le président de la République a estimé, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions sur le pied de l'article 169 de la Constitution, de mettre fin à cette hémorragie pour revenir à l'ordre. C'est comme ça qu'il y a eu le premier tirage au sort. Et ce tirage au sort a été tombé sur M. Kalouba. Alors, l'on considère que M. Kalouba n'avait pas encore fait 3 ans. C'est ça ce que ceux qui soutiennent son inconstitutionnalité pensent. Il n'avait pas encore fait 3 ans. Comment possible qu'on pouvait le tirer au sort? Là, ils n'ont pas interrogé l'article 8 de la loi organique du 13, la loi numéro 13 du 26 octobre 2013 qui porte sur l'organisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle, qui dit à son article 8 que quand on remplace un membre de la Cour constitutionnelle, parce qu'il faut distinguer 2 modes, il y a le remplacement et la désignation. Nous allons revenir sur la désignation dans notre deuxième phase de la question concernant la polémique actuelle. Donc quand on remplace, on reste dans la continuité du mandat de celui que l'on remplace. M. Kalouba remplaçait M. Luamba qui avait démissionné. Le fait Luamba, le président de la Cour constitutionnelle, est décédé. Et M. Kalouba le remplaçait. Et donc il était dans la continuité du mandat de M. Luamba. Et donc logiquement, il devait être tiré au sort. Et il a été tiré au sort. Et son sort est scellé de manière constitutionnelle. On en vient maintenant à ce qu'il y a comme polémique au sein de 2 têtes du Parlement, ça veut dire président du Sénat. Je ne voudrais pas qu'on termine toute l'émission sur, par exemple, un animal qui n'est pas très énorme. Je voudrais qu'on ne revienne pas sur le mode de désignation au niveau de l'institution président de la République pour son quota ou le Conseil supérieur de la magistrature. Nous focalisons cet entretien sur le quota du Parlement. Alors, à la lumière justement des textes de loi, je parle de la Constitution et du règlement intérieur des 2 chambres du Parlement. Dites-nous concrètement
comment est désigné un juge à la Cour constitutionnelle? Alors, l'article 119, à son point 4 de la Constitution, dit clairement ceci, que le Parlement se réunit en congrès pour plusieurs points, au point qui nous intéresse, pour la désignation. Les termes, c'est désignation du membre de la Cour constitutionnelle ou de membres de la Cour constitutionnelle. Il y en a 3. Qui désigne? C'est le Parlement réuni en congrès. Ça veut dire l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès désigne le membre de la Cour constitutionnelle. Alors, le mode de cette désignation, le texte ne le précise pas. Et selon maintenant la pratique, depuis que la Cour constitutionnelle a été mise en place, il y a toujours par voie consensuelle. C'est que le Parlement, par rapport aux candidats en lice, le Parlement dégage un consensus pour le membre à désigner. Et je pense que ce mode de désignation consensuelle est avantageux dans la mesure où, si le Parlement commence à procéder par voie de vote, le membre de la Cour constitutionnelle qui auront été élus vont se trouver avec une plus grande légitimité par rapport à leur pairs, parce que le Parlement représente le peuple. Alors, eux ont été élus, tirent leur légitimité de cette élection par le peuple, alors que les autres. Donc voilà, pour répondre à votre question, c'est par voie consensuelle et c'est la pratique au niveau parlementaire. Oscar Mobiayi, loin de polémiques des Grenoblards et de Sorbonnards, loin de Campagnards, et même très loin de citadins dans le domaine qui est le vôtre, dites-nous concrètement comme ça se passe, où ça s'est passé à Kinshasa, qui devait présider le congrès du Parlement. Vous avez suivi l'actualité, vous qui êtes ici dans le vieux continent, chez les anciens colons. Bon, ici dans le vieux continent, le débat ne se porte pas sur les campagnards, les citadins, les personnes. Hein, voilà. J'ai dit ça, à la lumière des lois. Des textes. Nous allons rester sur la lumière des textes parce que quand on aborde les campagnards, les citadins, il n'y a aucune lumière. Alors, donc, moi, je me refuse d'aller là. C'est en même temps, c'est embêtant de voir que sur le sujet aussi important de la nation, que l'on soit sur d'autres terrains que le terrain essentiel. Bon, voilà. L'article 119 parle et précise le congrès. Pour nos téléspectateurs, les congrès, c'est quand le Parlement siège, parce que nous avons un Parlement à deux têtes. Nous avons l'Assemblée nationale, dont les membres sont appelés députés, et nous avons le Sénat, dont les membres sont appelés sénateurs. Voilà. Les deux constituent les deux chambres de ce que l'on appelle Parlement. Et quand on dit qu'il y a congrès, ça veut dire que les deux chambres qui siègent séparément vont se retrouver réunis pour des questions déterminées par l'article 119 de la Constitution. Et ces questions-là sont limitativement déterminées par l'article 119. Et parmi ces questions, pour le cas qui nous concerne, il s'agit du point 4 où on dit que le Parlement peut se réunir en congrès pour la désignation de membres de la Cour constitutionnelle, donc les 3 membres dont vous avez parlé ici, la 3e maternité. Alors, et qui préside le congrès? Alors, qui préside? Parce qu'il y a deux présidents de deux chambres. Tout de suite à l'article 120 et 121. Quand le Parlement siège en congrès, le bureau est tenu par l'Assemblée nationale, le bureau du congrès est tenu par l'Assemblée nationale et la présidence se fait à tour de rôle. C'est tantôt
le président du Sénat, comme en l'espèce, le congrès qui a été convoqué, a été présidé logiquement et de manière très constitutionnelle par le président du Sénat. C'est pour cette session-là, avec point à l'ordre du jour, désignation de membres de la Cour constitutionnelle, c'est le président du Sénat qui a présidé le Congrès. Maintenant, ça se passe à tour de rôle. Peut-être pour l'autre point qui nécessiterait le Congrès, comme c'est le président du Sénat qui a présidé, à tour de rôle, ça pourra être aussi le tour de l'Assemblée nationale. Voilà. Précision, détail. Oui. Au départ, le Sénat en plénière a donc jeté son dévolu sur un sénateur, Louis Mbonga. Ça, c'était au départ comme une proposition à faire au Congrès. La démarche était-elle légale à la lumière des textes légaux? Jeter le dévolu sur un sénateur comme proposition à faire au Congrès et communiquer ça à la chambre, à l'autre chambre du Parlement, la chambre basse. Cette démarche était-elle légale? Écoutez, je trouve que c'est totalement légal. Je ne vois pas où il y a difficulté. Dites-nous la vérité, vous les juristes, vous êtes... D'ailleurs, beaucoup proposent qu'on ferme la faculté droit sur l'ensemble du Congo parce que c'est vous qui nous amenez dans les nuages, qui nous causez des problèmes. Dites-nous la vérité. Écoutez, moi je ne vous renvoie qu'au texte, que moi en tant que juriste, je suis lié au texte et quand les textes sont clairs, le raisonnement s'arrête. La difficulté au Congo, le texte est clair et on continue à discuter. Bon, maintenant quand vous dites qu'on ferme la faculté des droits, un pays sans droit, je ne sais pas où il ira. Donc en tout état de cause... Les droits amènent les désordres quand même, vous voyez. Non, les hommes amènent les désordres. Voilà. Et non pas les droits amènent les désordres. Si la démarche du Sénat était légale, mais la réaction au niveau de la Chambre basse a été dure dans des propos quand même discourtois. Le président du Sénat l'avait donc souligné. C'est assez triste. Et pourtant, dans ce bureau, on retrouve quand même celui qu'on appelle un constitutionnaliste le plus verbeux au pays. Bon, écoutez, c'est assez triste. Aujourd'hui, l'on est en train de dire que le président est mal entouré. L'on a cru que le premier d'entre les constitutionnalistes congolais, selon ce qui est répandu dans l'opinion publique, et comme lui-même n'hésite pas à parler de lui-même en se disant que c'est lui le grand constitutionnaliste, on aurait cru qu'avec son arrivée au niveau de l'Assemblée nationale, on n'allait plus assister à pareil désordre, parce que c'était en même temps un désordre. Mais on constate, on constate quand même que même quand le maître nageur était là, il y avait cette noblesse, il y avait quand même cette image noble du Parlement. Mais l'arrivée des constitutionnalistes par excellence au bureau de la Chambre basse, on sent que le Parlement risque d'être désacralisé. Ce n'est plus le temple de la démocratie, mais plutôt le temple des crises. Écoutez, vous savez, là on est mis à l'épreuve. Quand on n'est pas à l'épreuve, on peut parler, mais maintenant on est mis à l'épreuve. On aurait souhaité qu'il y ait autre... en tout cas, bel exemple, parce que c'est là, au-delà de cette petite polémique de bas étage, ça pose le problème de la confiance du peuple à leur institution. Si l'on perd en crédibilité, et à ce moment-là, le peuple ne peut plus croire à ces institutions, nous courons vers l'hécatombe. Donc, pour revenir à votre question, il y a ce que l'on appelle diplomatie des couloirs. Je vous parlais tout à l'heure de consensus. Le fait que le Sénat indique par son président à son homologue que, étant donné qu'il y a... C'est plutôt son collègue homologue et il est d'un autre pays. Bon, enfin, son collègue, collègue homologue. Bon, écoutez, on prend le vocabulaire qu'on utilise. On ne va pas faire les débats des vocabulaires. Pas de débat. Donc, c'est son collègue. Oui. S'il indique à son collègue que, étant donné que
les sénateurs que l'on doit remplacer, plutôt le membre de la Cour constitutionnelle qui est décédé, je crois, un certain 22 avril, au mois d'avril, parce qu'il y a eu un membre de la Cour constitutionnelle qui est mort Oui. au mois d'avril, Oui. et qu'il fallait le remplacer, et pour le remplacer, on est obligé de passer par le Congrès. C'est ça l'objectif du Congrès, pour désigner un autre membre qui doit remplacer celui qui est décédé. Alors, celui-là qui est décédé provenait du Sénat. Et vous avez parlé ici de la maternité. Nous avons 3 membres de la Cour constitutionnelle qui doivent provenir du Parlement. Que je sache, 2 appartiennent à l'Assemblée nationale. Il est tout à fait, d'ailleurs, Qui sont encore en fonction. qui sont encore en fonction. Il est tout à fait normal que le 3e, qu'un seul, provienne aussi du Sénat pour rester dans l'équilibre et dans l'équité. Ça, c'est un problème d'équilibre et d'équité. Alors, les Congolais auraient bien souhaité qu'on mette encore ça dans le texte. Alors que, en matière institutionnelle, il y a ce qu'on appelle l'équation personnelle. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a les hommes d'État. Quand vous prenez aujourd'hui le Sénat, c'est la chambre de sages. Et jusque-là, heureusement, bon, écoutez, moi je trouve que le président du Sénat aujourd'hui, il est le gardien du temple pour notre Constitution. Vous avez suivi sa résistance par rapport au problème Matata. Aujourd'hui, je trouve que l'on dise que le membre de la Cour devait provenir donc du Sénat, ça me semble être dans le bon sens. Maintenant, il ne faut pas qu'on confonde, parce qu'il y a certains qui disent, l'on a dit que ce n'est pas le Sénat, c'est le Parlement. Oui, c'est le Parlement qui désigne, mais rien n'exclut que pour dégager le consensus, qu'il y ait déjà le dévolu d'une chambre sur un candidat et qu'il y ait des contacts de ce que l'on peut appeler diplomatie de couloir pour qu'on en arrive là. Justement. Mais ce n'est pas ça le mode de désignation. Le mode de désignation reste les parlements réunis en congrès. Voilà. Cette diplomatie des couloirs n'a pas fonctionné et n'a pas donné résultat. La preuve, pendant que le Sénat, par une correspondance, annonçait le dévolu, j'étais sur Louis Mbonga, le sénateur de la Mongala, eh ben, il y a eu une démarche d'autres élus au niveau de la Chambre basse qui s'étaient retrouvés à Kasavubu pour désigner aussi, c'est-à-dire jeter un autre dévolu sur un autre sénateur. Parlons bien de notre parlementaire. Nous n'en sommes plus là. Le congrès a eu lieu, présidé par Bahati Lukwebo. Mais le consensus n'a pas été trouvé. Les 2 sont restés en lice, les 2 parlementaires. On parle de Mbonga, lui, on parle également de Manja ou Manza ou Manja. Voilà. Ouais. Excusez-nous si on a massacré le nom de l'élu du peuple. Qui est aussi Dieu donné. Mais non. Pour remplacer Tapangani. Mais le consensus n'est pas trouvé. On veut passer au vote. Est-ce que les textes de loi autorisent qu'on passe au vote pendant que Bahati présidait le Congrès? Mais écoutez, le texte de loi, le mode d'expression de l'Assemblée nationale, du Congrès, du Sénat, il y a plusieurs modes d'expression. Okay? Le consensus fait partie du mode d'expression. Le vote en fait aussi partie. C'est aussi un des modes. La question ne me paraît pas beaucoup plus à ce niveau. La question que je me pose en étant ici, parce que ça se produit pendant que je ne suis pas au pays, je ne comprends pas. Finalement, tout observateur ne peut rien comprendre. On ne comprend pas comment on peut voir, pour une même question, 2 congrès qui se succèdent. Nous ne sommes pas encore à ce que vous appelez 2 congrès. Il n'y a pas consensus au niveau de la commission mixte paritaire, Assemblée nationale, Sénat, 18 députés, 18 sénateurs. Ils ne se mettent pas d'accord. Comme toujours chez nous, les gens prennent le temps, ils se chamaillent et puis après, alors ils reviennent en plénière. On prépare les urnes. Oui.
2 interventions de la sénatrice Katoumwa et un autre sénateur directement. À la lumière de ces 2 interventions, le président du Congrès dit organiser l'élection à travers les urnes ici serait violer, si je ne l'ai pas dit fidèlement, excusez-moi, serait violer le règlement intérieur ou les textes de loi. Dites-moi concrètement, est-ce que l'attitude du président du Congrès, Bahati Lukwebo, était-elle une attitude conforme à la Constitution? Bon, je vous ai répondu tout à l'heure, je me répète encore, je vous ai dit qu'il y a la pratique. Depuis que la Cour constitutionnelle existe, le mode de désignation de membres au niveau du Parlement a toujours été les consensus. Cela s'est dégagé, c'est comme on peut considérer une pratique parlementaire. Maintenant, la question que vous me posez, au Congo, on veut que tout soit écrit par texte. Il n'y a pas le texte au Congo, sauf erreur de ma part, qui détermine le mode de désignation. L'article 158 dit que le membre de la Cour constitutionnelle, les 3, doivent être désignés par le Parlement, ces gens en congrès. Mais maintenant, cette désignation s'est faite-t-elle par consensus, par vote? Vous comprenez que là, ça varie et ça laisse libre cours, n'est-ce pas, au Congrès de le déterminer. Oui, le consensus n'est pas trouvé. La séance plénière du Congrès est donc suspendue ou levée? Bon, si on s'en tient au terme du président du Sénat, sauf si j'ai vu d'autres séances, mais je crois qu'il avait pu dire que la séance était suspendue. Très bien. Le président de la République, jusque-là garant du bon fonctionnement des institutions, ne s'est pas immixé dans cette affaire parce que séparation de pouvoir, il est resté comme l'aigle des Kawele. Alors, mais curieusement, quelques heures après, c'est le président de l'Assemblée nationale qui convoque un congrès, un autre congrès, je ne sais pas si c'est la suite, vous, les initiés dans le domaine du droit, il convoque un autre congrès, il n'y a ni le bureau du Sénat, mais il y a plutôt quelques sénateurs. Bon, c'est le vote, on a vu tous les Congolais en train de suivre. Dites-nous, à la lumière des textes légaux, loin des polémiques de Wenge, elle Paris, elle Kinshasa, ou elle ceci, dites-nous concrètement, est-ce que cette rencontre était légale? Non, 2 observations directement. La première, c'est que l'expression Aigle des Kawele nous renvoie à un dictateur de triste mémoire, alors que je considère que le président actuel fait un effort de ne pas, n'est-ce pas, de s'immiscer en vertu du respect de séparation des pouvoirs, de ne pas être dictateur. Donc de ce côté-là, bravo. Et, écoutez, il fait un effort maximum parce que le pouvoir corrompt. Je ne suis pas ici en train de jeter des fleurs, mais je considère que par rapport au passé, il fait un effort de ne pas être... mais vous n'avez pas voulu dire qu'il est dictateur, mais sauf que l'expression Aigle de Kawele renvoie cela. Alors, l'aigle laisse les choses se faire à Kinshasa, oui, il ne vient pas s'immiscer. Dans ce symbole de l'aigle qui vole haut, oui, mais sauf que dans nos institutions, comme nous parlons des institutions, Aigle de Kawele nous renvoyait, il fallait que je précise cela. Voilà. Première observation. Bon, deuxième observation. Ça, c'est vous expliquez ce que le journaliste a dit, mais revenons quand même à l'essentiel. Un autre congrès ou la suite du congrès, légal ou illégal? Non, ce n'est pas la suite. C'est un congrès dans un congrès. Comme nous avons le candidat Mbosso, présente Mbosso, Dieu donne un succès à Dieu. Bon, ça c'est pour rigoler. Mais là où ça ne doit plus faire rigoler, on ne peut pas jouer avec le destin du peuple qui souffre parce qu'il a fait confiance, n'est-ce pas, à ceux-là que l'on a considérés comme hommes d'État qui devaient nous diriger. On ne peut, donc je vous précise tout de suite que c'est totalement
anticonstitutionnel parce que vous ne pouvez pas avoir un congrès dans le congrès. Donc, ça signifie que pour un seul point à l'ordre du jour, qui est celui de désignation des membres de la Cour constitutionnelle, on se retrouve avec 2 congrès, avec un seul point à l'ordre du jour. C'est déjà, du point de vue logique, ce n'est pas normal. Deuxième chose, vous me dites vous-même quelques sénateurs. Quand vous prenez la Constitution à son article 120 et 121 combinés, vous allez voir que le Congrès ne peut siéger valablement que quand il y a majorité absolue de ses membres. Donc, on ne peut pas venir siéger alors que le quorum n'est pas atteint conformément à la Constitution. Donc, si vous me dites à ce moment-là, le quorum n'était pas atteint, en même temps, on ne peut pas avoir, pour un même point à l'ordre du jour, le président. Si M. Bahati avait déjà été président, le président de l'Assemblée nationale ne peut devenir président que pour un autre congrès et il y a un autre point à l'ordre du jour. Ne l'ayant pas fait, M. Mbosso est dans un coup d'État constitutionnel. Totalement. Parce que quand vous touchez à la matière constitutionnelle et vous vous arrogez le pouvoir qui ne repose sur aucun texte et vous tentez le forcing ou le forçage, c'est ce que l'on appelle les coups d'État. Ce que M. Mbosso a fait, c'est les coups d'État. Malheureusement, dans notre Constitution, la violation manifeste et intentionnelle de la Constitution par le président de l'Assemblée nationale n'est pas encore érigée en infraction, contrairement au Premier ministre et président de la République. Donc, pour l'avenir, je souhaite que la violation par le président du Parlement puisse être aussi érigée en sanction, parce qu'on a vu Tambou Mwamba, lors de l'état d'urgence, violer intentionnellement la Constitution, comme M. Mbosso vient de le faire. Donc je pense que le législateur pourra ériger cela en infraction, mais pour moi, c'est anticonstitutionnel et c'est un coup d'État. Monsieur Sessanga, député provincial, plutôt national, élu de l'USA, semble-t-il dans le Kasaï central, a-t-il raison quand il dit que les gardes du parc, se sont transformés en braconniers, c'est-à-dire ceux qui sont censés faire respecter les textes légaux, la loi, sont ou seraient en train de la violer ou de violer les textes. A-t-il raison ou tort? Non, mais écoutez, c'est un peu excessif. Sur les fonds, c'est Sessanga qui est mon confrère et qui par ailleurs c'est un ami. Bon, je préfère être ami de la vérité que de mon ami. Je pense qu'il s'est écarté un peu de la loi et de la lumière de la loi. Au fait, pour dire qu'on a violé la loi, il faut qu'il y ait cette violation. Dans les griefs, ça on pourra peut-être en faire un débat, soulevé par Sessanga concernant les tirages au sort de M. Kalouba, je trouve que son argumentaire ne reposait pas sur un fondement juridique consistant. En revanche, que M. Mbosso aujourd'hui en vienne à la violation de la Constitution, compris de cette manière-là, l'expression de Sessanga retrouve sa place quand effectivement il est avéré que c'est lui qui doit protéger, garantir, respecter la loi, la viole par lui-même en l'espèce, M. Mbosso, avec l'Assemblée. C'est pour ça que je regrette beaucoup que son vice, qui a rôle de les seconder, ne l'est pas secondé, qui est un constitutionnaliste. Je crois que l'Assemblée nationale est totalement, a pris en tout cas l'autoroute en contresens. Voilà, vous nous parlez beaucoup de constitutionnalistes. Beaucoup de gens ici, Sorbonnards ou Grenoblards, encore moins ceux qui viennent d'Oxford ou de Harvard et d'ailleurs, quand ils débarquent dans notre pays, tous sont appelés spécialistes, constitutionnalistes, même ceux qui ont fait le droit du travail ou le droit des affaires, tous sont des constitutionnalistes. Voilà, on ferme la parenthèse. Je reviens maintenant à vous pour cette dernière question. Est-ce que le président de la République
peut, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, à la lumière de ce qui vient de se passer au Parlement, peut-il, par ordonnance, légitimer le choix opéré par ce que vous appelez coup d'État? Comment on appelle? Coup d'État? Coup d'État constitutionnel. Coup d'État constitutionnel à l'Assemblée nationale? Non, bon, écoutez, Vous voyez Tshisekedi Tshilombo, tel que vous le connaissez, le fils du Sphinx délimité. Il a appris le droit dans la maison. Il a vu le père faire. Est-ce qu'il peut cautionner ce que vous appelez violation du droit et de, comment on appelle, coup d'État constitutionnel? Bon, écoutez, très rapidement. On se regarde dans les yeux. Je vous regarde dans les yeux, je vais vous répondre. Mais il ne faut pas qu'on laisse passer ce que je peux dire un malentendu. Je tiens à préciser ici que l'on peut se tromper. En science, on peut se tromper. Je pense que mon ami Sesang s'est trompé. Mais de là à remettre en cause toutes ses compétences, je crois que l'on a pris un mauvais chemin. Voilà, venons-en je tiens à au préciser sujet. que ce n'était pas moi, je ne fais pas les débats d'individus, mais dire campagne, Venons-en au stadin, sujet. parce que les grandes universités dans les pays modernes, malheureusement chez nous, il n'y a pas, je suis désolé, quand on dit université de Kinshasa, on se dit est-ce que d'abord c'est une grande université? Bon, on peut venir, s'il vous maintenant, plaît, épargne-nous ce débat non, des institutions. je Toutes tenais. ces écoles ont des failles, ont des vertus. Venons-en au sujet. Bon, j'estime, Épargne-nous de tout ça. je vous épargne de ça et je ne suis pas dans cette polémique. Oui. Mais toujours est-il que je ne pourrais pas laisser passer des choses comme On sent si... que vous êtes proche de ces sangas, peut-être vous avez été à Grenoble, mais parlez-nous de Non, ce sujet. non, Le je n'ai président pas de la été- République peut-il justement prendre une ordonnance légitimant je- le choix? Je ne vais pas répondre comme un mécanicien Opérer par 1 plus 1 égale 2. En même temps, je vous ai indiqué ici que je suis plus proche de la vérité que de mon ami. Voilà. Et ensuite, je voulais seulement, parce que moi qui suis du village du fin fond, je souhaite que dans mon village, il y ait une université, que les enfants y aillent. Donc, je ne pense pas que Harvard, qui est la plus grande université américaine qui se trouve à Boston, peut être considérée comme une université de campagne. Ceci dit, je souhaitais que les gens sortent un peu de débat des caniveaux. On y va. Maintenant, à la une question. fois que je dis ça, pour répondre à votre question, si je prenais du temps sur ça, parce que votre question est très claire. Je vais couper cette partie. Je vais couper cette partie ici dans votre débat des noms des universités. Je vais couper. Votre question est tellement claire et appelez un mot seulement de réponse. Est-ce que le président de la République peut-il signer? Je pense que non, il ne peut pas signer. D'abord, sur le plan constitutionnel, il ne peut pas signer. Sinon, il viendrait à pouvoir se rendre complice à la violation de la Constitution dont lui est garant. Et le débat s'était posé en France. Au plan constitutionnel, est-ce que le président qui reçoit une désignation du Parlement, est-ce qu'il a les compétences liées? Et est-ce que peut-il signer ou pas? Est-ce qu'il a des compétences liées? La réponse a été apportée pour dire non, parce que l'on a vu Chirac Mitterrand refuser de signer certaines ordonnances quand ils estimaient que ça n'allait pas dans le bon sens. Donc le président, ne peut pas signer parce qu'il se rendrait complice de la violation de la loi, et au plan constitutionnel, il ne peut pas signer, et au plan de l'héritage qui pèse sur ses épaules et de la filiation, il ne peut pas non plus signer. Donc, une réponse avec 3 justificatifs. 1, il ne peut pas signer parce qu'il ne peut pas se rendre complice à la violation de la loi dont il est garant au regard de l'article 169. Est-ce que dans la cour, il y a des gens qui peuvent franchement lui parler comme ça, dans la cour? Mais il nous suit. À la cour royale. Je pense qu'il nous suit, et surtout qu'il faut, pour un chef de l'État, il faut vraiment ne pas s'entourer. Moi, je n'ai rien contre son entourage, mais il ne faut pas s'entourer de conseillers qui ne peuvent pas vous dire ce qu'il faut qu'on vous dise. Et je pense qu'il a de bons conseillers et qui doivent avoir le courage, même au prix de leur poste, de lui dire tout droit dans les yeux, chef, ça ne se fait pas. Donc, constitutionnellement, il ne peut pas le faire. 1, premier argument. 2, de point de vue institutionnel,
est-ce qu'il a des compétences liées pour entériner? Parce que quand vous lisez la Constitution, on vous dit, dès que le Parlement a voté, on envoie chez le chef de l'État. Et donc, la compréhension qu'on a au Congo, c'est qu'il a des mains liées. Ça veut dire qu'il n'a pas à apprécier, il ne peut que valider. La réponse est non. En faisant les droits comparés, il n'est pas tenu de signer l'ordonnance. Et enfin, 3, par rapport à l'héritage que vous invoquez, il a vu son papa prendre les stylos et barrer ce qui était anticonstitutionnel et que lui-même a dit bico rouge quand ça ne va pas avec la loi, il dit il prend bico rouge. Je pense que si on s'amuserait par l'Assemblée nationale à lui envoyer une désignation sortie d'un coup d'État, il prendra le bico rouge et ça sera en son honneur. Petite question, et la toute dernière, n'est-ce pas? C'est vous qui posez des questions, c'est moi qui vous en apporte des réponses, M. Fabien. Voilà. Oscar Moubiaye, dites-nous, on connaît Bokone ou Bokona qui est issu du camp de l'Ancien Régime, et l'autre juge qui est issu également, qui était l'ancien directeur de cabinet d'Obé Minakou, l'ancien président de l'Assemblée nationale. Il y a d'autres juges là-bas comme Maître Nkoulou, Kilombo et tant d'autres. Lorsque on envoie à la Cour constitutionnelle un juge de telle ou de telle obédience, est-ce que on doit attendre, c'est pour attendre des faveurs et des traitements particuliers en faveur de ceux qui ont milité pour leur désignation à la haute cour? Dites-nous concrètement. Vous posez une question très très importante et qui est même le socle de cette institution, au centre de nos institutions, qui est la Cour constitutionnelle. Bon, voilà, les membres, dans d'autres pays, les membres de la Cour constitutionnelle sont élus. C'est pour éviter, bon, la question qui se pose, c'est celle de l'indépendance du juge. Alors, chez nous, ils sont désignés. Mais est-ce que sont-ils redevables de ceux qui les désignent? La réponse est non. C'est ce qu'on appelle le devoir d'ingratitude. Ça veut dire qu'ils doivent se démontrer indépendants, même vis-à-vis de ceux-là qu'ils ont désignés. C'est pour cela le mandat de membre de la Cour constitutionnelle est de 9 ans non renouvelable. Le professeur Rousseau estime que, Dominique Rousseau estime que ces 9 ans-là non renouvelables, c'est effectivement pour que les juges ne se sentent pas redevables vis-à-vis de ceux-là qui les ont désignés ou qu'ils puissent espérer encore leur renouvellement. Voilà, donc c'est la vraie question, c'est l'indépendance du juge constitutionnel. Est-ce que notre juge constitutionnel est-il indépendant? Il faut y travailler. Et voilà. Tout est dit, du moins pour l'instant. Oscar Moubiaye, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Lille en France et vous gardez votre pied au pays, même si maintenant vous êtes rentré pour les beefsteaks, les choucroutes et les mousteaks. Nous, on rentre à Kinshasa pour notre pondou et notre kwanga, notre foufou, nos makayabu, nos ndakala, et les mayebo, et voilà, surtout manger bio. Nous allons vous laisser ici dans votre vieille Europe qui nous a reçus ici au niveau de Bruxelles midi grâce à notre ami Thierry Loukoussa et du réalisateur bombastique. Je l'appelais tout à l'heure la bombe en plastique, mais il a dit c'est pas ça. Alors nous les avons retrouvés ici et ce sont eux qui nous ont prêté main forte pour être chez vous. À très bientôt, avec le même plaisir, en attendant la remise des reliques de Patrice Emery Lumumba. C'est son corps qui va rentrer au pays pour reposer pour l'éternité. Au revoir.